Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous parlerons santé. Le Togo fait désormais partie des 10 nouveaux membres du comité exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Le pays a été élu lors de la récente réunion annuelle des États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous intéresserons également à l'agriculture. En prélude à la prochaine campagne agricole, les autorités togolaises vont octroyer 800 millions de francs CFA aux agriculteurs pour le préfinancement des engrais. Au-delà de nos frontières, la tension est redescendue au Sénégal après les violences qui ont éclaté le 1er juin suite à la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Tension diplomatique entre l'Égypte et l'Israël. 3 soldats israéliens avaient été abattus par un soldat égyptien. Les circonstances du crime évoquées par les autorités égyptiennes ne semblent pas convaincantes. C'est tout pour les titres de ce soir. Dans un instant, nous irons en détail. Coupure d'Internet, surveillance de masse ou ciblée, blocage des sites web, c'est ce qu'on peut retenir du nouveau rapport de l'Agence française de développement. Le rapport fait un état des lieux du numérique dans les 26 pays de l'Afrique francophone. Les précisions de Kofi Kligué. Réalisé entre octobre 2022 et janvier 2023, le rapport de l'Agence française de développement AFD sur les libertés numériques en Afrique francophone a été rendu public en mai 2023. L'objectif était de dresser un état des lieux des libertés numériques dans les 26 pays francophones d'Afrique. Les scores vont de A à D et indiquent si le pays est libre avec un point allant de 81 à 100, partiellement libre avec 56 à 80 points, partiellement non libre avec 31 à 55 points, puis non libre avec un point allant de 0 à 30. Le Togo a obtenu le score C, ce qui veut dire que les libertés numériques sont particulièrement en difficulté dans le pays. Si la couverture 3G est bonne, il reste toutefois très compliqué d'accéder à Internet en dehors des zones urbaines. Le coût d'accès à Internet reste toujours trop élevé et de nombreux utilisateurs se plaignent de la vitesse de la connexion. En 2021, le gouvernement avait lancé une campagne nationale sur la citoyenneté numérique afin de favoriser une utilisation responsable des réseaux sociaux. Mais il n'existe pas de programme national visant à favoriser une montée en compétences globales des citoyens sur le numérique, remarque l'AFD. Le pays a aussi connu des coupures d'Internet en 2017, 2018 et aussi en 2020 lors des élections présidentielles. Le cadre législatif est peu respectueux des libertés numériques. Plus de 300 numéros ont été espionnés à travers le logiciel Pegasus. La société civile togolaise s'organise au mieux pour combattre les violations des libertés numériques. Elle est même arrivée à faire condamner le pays devant la Cour de la justice de la CEDEAO, selon l'Agence française de développement dans son rapport. 800 millions de francs CFA, c'est le montant que l'exécutif togolais compte mettre à la disposition des agriculteurs du pays pour préfinancer l'achat des engrais en prélude à la prochaine campagne agricole. Dans le reportage qui suit, Promise Pomegbe nous fait part de ce en quoi consiste concrètement cet appui, mais également les objectifs visés. En réponse à la sollicitation des agriculteurs et suite à une première expérience l'année dernière, l'État togolais va préfinancer l'acquisition des engrais à hauteur de plus de 8 millions de francs CFA pour le compte de la campagne agricole 2023-2024. Il s'agit pour l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo de mettre à la disposition des producteurs vulnérables des quantités d'engrais durées en vue de les accompagner dans le remembrement des espaces cultivables. L'objectif de l'opération est de soutenir les producteurs en mettant à leur disposition des fertilisants dont ils pourront rembourser la valeur en nature, mais également de les protéger contre les usuriers. Si cette opération est en prélude de la campagne officielle de commercialisation de l'engrais subventionné, rappelons que l'année dernière, 500 millions de francs CFA avaient été débloqués pour préfinancer l'achat de plus de 1388 tonnes d'engrais. Un constat, nous sommes en permanent contact avec les matériaux plastiques et pourtant, ils deviennent des déchets en moins d'1 an d'usage. Pour empêcher que ces déchets ne deviennent polluants, le recyclage a été dans un premier temps une solution. Aujourd'hui, il faut arriver à réduire la production du plastique et c'est ce qui nous intéresse dans le reportage qui suit.
Le sujet a été même au cœur d'une rencontre internationale au siège de l'UNESCO en France. Il s'agit bien de la pollution plastique, définie comme l'accumulation des déchets composés de plastique et de ses dérivés un peu partout dans l'environnement. La pollution plastique devient de plus en plus importante et menace fortement la vie terrestre, aquatique et la vie sauvage par ingestion, enchevêtrement ou exposition aux produits chimiques contenus dans les matériaux qui, à leur tour, arrivent jusqu'à l'homme par le biais de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, les plastiques sont devenus omniprésentes dans notre vie quotidienne grâce à leur légèreté, leur résistance et leur simplicité d'utilisation. Cependant, la gestion de ces déchets plastiques font plus de dégâts que de bien puisque la moitié du plastique fabriqué dans le monde devient un déchet en moins d'1 an. Une fois jeté, ce sont des centaines d'années de pollution qui s'annoncent le temps que le plastique se dégrade intégralement. 100 ans pour un briquet, 450 ans pour un sachet plastique et jusqu'à 1000 ans pour une bouteille d'eau. Le recyclage est le moyen de lutte de choix, mais il ne s'étend que sur des sacs et les emballages. En dehors du recyclage, une lutte acharnée se mène contre la production. Cependant, renoncer aux matériaux plastiques dans notre vie quotidienne est un véritable défi. Le Togo a répondu présent à la 76e session de l'Assemblée nationale de la santé tenue récemment en Suisse, une participation particulière marquée par l'élection du pays au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, et ceci pour un mandat de 3 ans. Nous en parlons dans le reportage qui suit avec Afzal Gandé, voix de Félicité Chaplin. Le problème lié à la santé reste et demeure un problème d'actualité mondiale et universelle. Chaque année, plusieurs actions sont menées par l'Organisation mondiale de la santé afin de trouver des voies et moyens aux défis de santé auxquels fait face le monde. Cette dernière a instauré une Assemblée mondiale de la santé afin de contrôler la politique financière et d'examiner le budget de l'organisation. En effet, cette rencontre se tient chaque année à Genève en Suisse et réunit plusieurs pays du monde. Autour du thème 75 ans de l'OMS, sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous, cette rencontre qui s'est achevée la semaine dernière a connu la participation du Togo. La présence du Togo est marquée par l'élection du pays en tant que membre du Conseil exécutif de l'OMS pour les 3 prochaines années. Ceci vient couronner les efforts du Togo en matière de santé. Selon le ministère de la Santé, cet organe de l'OMS est composé de 34 membres techniquement qualifiés dans le domaine de la santé. En espérant que cette nomination du Togo apporte un plus au développement du secteur sanitaire du Togo, des efforts restent par ailleurs encore à faire par l'organisation pour relever les défis sanitaires dans le monde, car certains continents comme l'Afrique ne sont pas à l'abri des problèmes liés à la santé. Les questions de financement du système de santé demeurent un problème crucial. La plupart des pays africains n'ont toujours pas atteint les objectifs fixés dans la déclaration d'Abuja en 2001, dans laquelle les gouvernements se sont mis d'accord sur l'allocation de 15% de leur budget national à la santé. En janvier dernier, les calculs de l'Organisation internationale du travail prévoyaient une hausse de 3 millions du nombre de chômeurs un peu partout dans le monde. Une prévision qui, à présent, n'est plus à considérer. Pour cause, l'organisation a récemment annoncé une diminution du taux de chômage plus tôt, un fait qui ne sera observé malheureusement que dans les pays développés. Dans un rapport publié récemment, l'Organisation internationale du travail, actuellement sous la direction du Togolais Gilbert Fossou-Hongbo, a mis à jour la situation de l'emploi dans le monde. Les chiffres au rendez-vous ont de quoi satisfaire. Au lieu de 3 millions de chômeurs annoncés en début d'année en rajout, le marché mondial de l'emploi va connaître une baisse de 1 million de chômeurs selon la nouvelle information de cette mise à jour. Cela s'explique par le fait que certains pays sont arrivés à remonter la pente entraînée par les périodes de la crise sanitaire et que d'autres même ont doublement dépassé le cap. Ce changement est censé être qualifié de positif, mais attention, il présente une réserve. Certains pays et régions, à l'instar de l'Afrique subsaharienne, celle du Nord et les États arabes autres, ne connaîtront pas cette diminution du taux de chômage, mais seront bien au contraire les plus exposés. Pour preuve, malgré le changement intervenu, leurs taux de chômage cette année sont respectivement estimés à 6,3%
11,2% et 9,3%, à l'opposé de 100,7, 10,9 et 8,7% en 2022. La remarque à faire, il n'y a que les pays développés qui sont concernés par la diminution du taux de chômage en question. Les Caraïbes, l'Amérique latine, l'Asie centrale et occidentale, en plus de l'Europe de l'Ouest, du Nord et du Sud. L'OIT suggère, pour contrer cet état de fait, un accompagnement international de toute urgence et une coordination multilatérale aux pays moins développés. Par ailleurs, en baissant d'1 million, le nombre de chômeurs passe de 192 à 191 millions. La situation s'est plus ou moins calmée au Sénégal, théâtre de violents affrontements depuis la condamnation jeudi dernier de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans d'emprisonnement. Le bilan officiel fait montre de 16 personnes tuées avec environ 500 arrestations. Après 72 heures de violence suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme, la tension retombe progressivement à Dakar, la capitale sénégalaise. Selon la police, 500 arrestations auraient été effectuées après les affrontements qui ont causé la mort d'au moins 16 personnes. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. La Croix-Rouge a déclaré avoir porté assistance à 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte, ainsi qu'à 36 membres des forces de défense et de sécurité qui ont été blessés depuis le début des troubles. Les partisans de M. Sonko et du président Macky Sall se sont renvoyés la responsabilité des violences et des décès. Le gouvernement a restreint l'accès aux médias sociaux et a décidé dimanche de couper temporairement l'accès à Internet mobile sur les téléphones, estimant que des messages haineux et subversifs étaient diffusés. Du Sénégal, nous passons au Kenya. Des bénévoles volent au secours des bidonvilles en proie à des inondations régulières, particulièrement lors des saisons pluvieuses. Ils se déploient sur le terrain une fois alertés par l'application mobile Weda Mtani et curent les canalisations avant les averses. Avec des systèmes de drainage défaillants, les bidonvilles de Nairobi sont régulièrement la cible d'épisodes répétés d'inondations en saison de pluie. Désormais, ces bénévoles informés par l'application Weather Mtani curent les canalisations de Kibera avant les averses. C'est le département météorologique du Kenya qui a formé ces jeunes des quartiers défavorisés à se prémunir contre les dégâts causés par la pluie. Weather Mtani nous a envoyé un message nous avertissant qu'il pourrait pleuvoir et que nous devrions être prêts. Nous ne savons pas s'il pleuvra ou non, mais nous devons être prêts et informer nos voisins pour qu'ils prennent les mesures qui s'imposent. Nous avertissons les enfants de ne pas jouer près des rivières, nous recherchons les fils électriques souterrains défectueux et nous débouchons les canalisations afin d'être prêts si la pluie arrive. Après avoir reçu les messages du département météorologique du Kenya, nous les traduisons en un message un peu plus simple que les gens peuvent facilement comprendre. Nous le faisons généralement par SMS ou par WhatsApp. Une fois envoyé, le message contient généralement des conseils. Les conseils sont donc utilisés par les gens en cas de chaleur extrême ou d'inondation. Nous procédons également à des nettoyages avant les longues pluies. Weather Mtani, qui signifie Météo Village, a démarré en 2019 dans le cadre du programme initié par le service d'innovation météorologique et climatique pour l'Afrique, financé par le Royaume-Uni. Pascaline Chemayou, météorologue principale à la KMD, est satisfaite des résultats. Les informations météorologiques sont essentielles pour nos utilisateurs et plus particulièrement pour ceux qui vivent dans des zones d'habitat informels. En effet, le type de prévision que nous partageons par
auparavant étaient diffusés par courrier électronique et certains d'entre eux n'étaient pas en mesure d'accéder à l'information ou même les rares qui y accédaient n'étaient pas en mesure de l'interpréter. Nous avons alors conçu un programme sur mesure pour eux et nous avons pu les former à l'interprétation. Nous avons ainsi constaté que ces informations sont essentielles pour eux car ils en ont besoin pour leurs activités quotidiennes et la planification de leur vie de tous les jours. Et cela a aidé la plupart d'entre eux à sauver des vies. Grâce à ce succès, le département météorologique du Kenya continue d'alerter les bénévoles à travers l'application Weather Mtani. Le 26 mars dernier, l'une des bases militaires de l'Union africaine en Somalie était la cible d'une attaque perpétrée par des islamistes radicaux Shebab. Le bilan fait état de 54 personnes tuées selon Yoweri Museveni, une information non confirmée pour le moment ni par l'Union africaine ni par la Somalie elle-même. L'attaque contre une base de la force de l'Union africaine en Somalie le 26 mai a coûté la vie à au moins 54 soldats, bilan annoncé samedi par Yoweri Museveni, le président ougandais. Ni la force africaine ni la Somalie n'ont pour l'heure confirmé ce chiffre. Revendiquée par les islamistes Shebab, cette attaque est la plus meurtrière depuis septembre dans le pays. L'assaut contre la base de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, tenue par des soldats ougandais, a été lancé à Boulomarer, à 120 km au sud-ouest de Mogadiscio, la capitale. Les assaillants ont utilisé une par 2 officiers est à l'origine de ce lourd bilan humain. L'attaque a été menée par 800 terroristes, a par ailleurs précisé le chef de l'État ougandais. Et pendant ce temps, la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan, MINUAT, s'étendra jusqu'au 3 décembre prochain. Une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies alors que le Soudan, depuis le 15 avril dernier, est plongé dans un chaos total. Reportage. La mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan prolongée jusqu'au 3 décembre. Cette prolongation de 6 mois a été votée vendredi par le Conseil de sécurité. Permettez-moi de souligner en particulier le soutien du Royaume-Uni au travail de Volker Perthes et de son équipe. La situation au Soudan reste très préoccupante, en particulier en ce qui concerne les besoins humanitaires de la population. Ce renouvellement souligne que les Nations Unies continueront à soutenir leurs demandes de paix et de démocratie. Ce renouvellement de 6 mois donnera également au Conseil le temps nécessaire pour évaluer l'impact de l'évolution du contexte sur la capacité de la mission à remplir son mandat vital. Une mission délicate dans un pays livré au chaos et où l'envoyé de l'ONU est accusé par le chef de l'armée d'attiser les affrontements en cours. Abdel Fattah al-Burhan a du reste demandé le limogeage de Volker Perthes, requête rejetée par le secrétaire général des Nations Unies. Tension diplomatique entre l'Égypte et l'Israël. 3 soldats de cette dernière avaient été abattus près de la forêt égyptienne. Selon les autorités du pays, l'auteur du crime serait à la poursuite des trafiquants de drogue. Des raisons qui semblent ne pas satisfaire les autorités israéliennes. Les précisions. 3 soldats israéliens tués lors d'une fusillade à la frontière avec l'Égypte ont été enterrés dimanche. Selon les autorités égyptiennes, les soldats auraient été tués par un agent de sécurité alors qu'ils poursuivaient des trafiquants de drogue. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré l'incident de grave et inhabituel et a souligné qu'il fera l'objet d'une enquête approfondie. Nous tirerons toutes les conclusions nécessaires concernant nos actions le long de la clôture de la frontière sud. Cette clôture, construite en 2013, a stoppé l'afflux d'infiltrés illégaux en Israël. Toutefois, la contrebande se poursuit et des terroristes tentent de temps à autre de franchir la clôture et de nuire à nos forces. Nous allons revoir les procédures, les méthodes d'opération et les mesures afin de minimiser la contrebande et de s'assurer que de telles attaques tragiques ne se reproduisent pas. L'armée israélienne affirme que des produits de contrebande d'une valeur d'environ $400 000 ont été saisis par ses forces au cours de l'opération nocturne.
La zone frontalière avec l'Égypte et Israël a rarement été marquée par la violence. En 1978, l'Égypte devient le premier pays arabe à faire la paix avec Israël à la suite des accords de Camp David. De retour chez nous pour Palais Sport, à présent, le championnat national de football de première division saison 2022-2023 a connu son apothéose ce dimanche et pour une nouvelle fois, ce sont les Condona de la COSA qui se font couronner avec 68 points à l'issue de 30 journées disputées. D'autres précisions sur le championnat avec les commentaires d'Elodie Yenchabré. La D1 Lonato a atteint ce dimanche son zénith avec la fin de la 30e journée. En effet, après une lutte acharnée entre les équipes, la Skodokara s'est hissée au sommet du classement, gagnant ainsi le championnat saison 2022-2023. De fait, la SCO a été impressionnante tout au long de la saison, avec une performance solide de 30 matchs sans défaite et un total de 68 points, affirmant ainsi leur domination et leur place en tête de classement. En outre, l'équipe de l'ASCK a également réalisé une saison remarquable, se classant deuxième avec 62 points. Dito FC, quant à lui, termine à la 3e place avec 50 points. Bourlessou s'est classé 4e avec 46 points, tandis que l'AS OTR a pris la 5e place avec 43 points. Semassi a assuré sa 6e place avec 41 points, tandis que l'AS Bina en 600 à la 7e place avec 39 points. Tambo FC et Espoir FC respectivement 8e et 9e avec 38 et 37 points. Unisport complète le top 10 avec 36 points, suivi de près par Gomido, 33 points. L'entente de l'AS Togoport et Kakald se sont retrouvés en équivalence avec 31 points chacun. Mais grâce à la confrontation directe, l'AS Togoport prend la 12e place, tandis que l'entente 2 et Kakad sont respectivement 13e et 14e. Angers FC de son côté a occupé la 5e place avec 25 points. Pour couronner le tout, Sarah FC a terminé à la dernière place avec 23 points. C'est donc tout pour l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne suite de soirée chez vous.